Culpabilité incendiaire de Inger Gammelgard Madsen. Lu par Jake J. Mignani pour Saga Egmont. Culpabilité incendiaire. Chapitre 1. Lorsqu'il éteignit le moteur de sa voiture, le garage redevint silencieux. Le seul son audible était sa respiration anormalement rapide. En entrant, ses phares avaient illuminé l'établi. Apparemment, Lucas avait encore travaillé sur sa cabane à oiseaux, sans faire le ménage derrière lui. Il y avait de la poussière de bois partout, et la scie n'était pas à sa place parmi les autres outils cloués au mur. Son fils avait visiblement laissé tomber son projet, une fois de plus. Il ressentait de la joie à l'idée que le petit garçon avait tout de même essayé, au lieu de rester planté devant la télé ou son ordinateur. Un enfant de 9 ans devrait être plein d'énergie. Or, il n'aimait pas le sport, à l'inverse de Mia, qui allait à ses entraînements de handball 2 fois par semaine. Évidemment, elle avait quelques années de plus que lui, donc peut-être qu'il changerait en grandissant. Il se sentait agacé que son fils ne l'écoute jamais, et qu'il n'ait hérité ni des doigts agiles ni du sens de l'organisation de son père. Ils avaient tracé ensemble le contour de chacun des outils sur le mur, donc remettre l'acier à sa place n'aurait pas dû être bien compliqué. Il eut une remontée acide, et son cœur se mit à battre plus fort. Il s'enfonça un peu plus dans son siège, les mains sur le volant, comme s'il était toujours en train de conduire. Ferma les yeux et tenta de se débarrasser de son irritation et de sa colère. La scie n'était pas le problème. Ce n'était pas non plus le désordre, ni Lucas. C'était lui, le problème. Ses propres frustrations et ses mauvaises décisions. Peut-être que rien ne se serait passé s'il avait pris son courage à 2 mains et tout raconté à Alice. Il avait l'impression qu'elle se doutait de quelque chose depuis un moment. Il s'en était rendu compte à chaque fois qu'il avait travaillé tard, ou qu'il lui avait dit qu'il avait une conférence à l'étranger. Elle savait, mais elle n'avait rien dit. Est-ce qu'elle l'aimait à ce point? Pensait-elle ne pas pouvoir trouver mieux que lui? C'était une femme magnifique, et elle aurait pu avoir qui elle voulait. Il ouvrit les yeux et plongea son regard dans la pénombre. Une jalousie maladive s'empara de lui à la pensée d'Alice avec un autre homme. Cette réaction à elle seule démontrait quel homme pitoyable il était. Il n'avait aucun droit de ressentir cela, pas plus que le soulagement qui l'avait envahi lorsqu'il était passé devant la villa et vu que les lumières étaient éteintes, ce qui signifiait qu'Alice et les enfants étaient allés se coucher. Évidemment, les enfants devaient se lever tôt pour aller à l'école et Alice prenait la garde du matin à l'hôpital. Peut-être aussi que se coucher tôt était sa façon à elle de protester. Il aurait dû l'appeler, mais il s'était enfin passé quelque chose. Demain, il saurait. Maintenant qu'il avait revu et que le regard s'était croisé, il ne pouvait pas lâcher l'affaire. Il aurait pourtant pu laisser tomber après toutes ces années. C'était un accident. C'était ce que disait le rapport. Mais depuis le début, il avait des doutes. Était-il influencé par son professionnalisme, ou était-ce autre chose? Alice lui avait demandé ce qui le tourmentait. Bien entendu, attentive et prévenante comme elle l'était, elle avait remarqué. Elle ressentait les chagrins cachés et les pensées qui étaient à 1000 lieues d'elle et des enfants. Il aurait pu être honnête et tout lui raconter maintenant, être franc et purifier son âme et sa vie. De toute façon, ça n'avait plus d'importance maintenant. Plus rien n'avait d'importance. Il avala la boule qu'il avait dans la gorge et il pinça fermement le bout de son nez entre son pouce et son index pour se retenir de pleurer. Elle avait été spéciale, et il était sûr à présent de l'avoir aimée, sincèrement aimée. Ce n'était pas que pour le sexe et le plaisir, comme ça l'avait été avec les autres. Elle n'était pas juste une autre incartade dont Alice prétendait ne rien savoir. Pour une fois, la jeunesse et la beauté n'étaient pas ce qui l'avait attiré. C'était différent. Quelque chose de plus profond et de plus intime. Ils avaient une connexion indéfinissable,
à la fois physique et mentale, qu'il n'avait jamais ressentie avec une autre femme, pas même avec Alice. Le chien du voisin se mit à aboyer. Il se reprit et ouvrit la portière. Lorsqu'il la referma, l'inévitable claquement sourd résonna dans le garage. Il marcha sur un morceau de bois duquel dépassait un clou et jura intérieurement en allumant les lumières pour le mettre sur l'établi. Lucas avait avancé sur sa cabane à oiseaux. Il la souleva et l'examina sous toutes les coutures. Une partie du toit était un peu tordue, et l'un des clous n'était pas bien enfoncé, mais sinon, elle avait fière allure. Il eut un sourire spontané et un peu nostalgique, et s'essuya les yeux. Demain, il aiderait à la finir. Les enfants étaient la principale raison pour laquelle il n'avait rien dit à Alice. Lucas et Mia. Aurait-il pu vivre sans eux? Est-ce que cela aurait même été nécessaire? Elle les aurait adorés, elle aussi. Il en était certain. Elle-même avait des enfants. Ce fait ramena ses pensées sur l'affaire. Il espérait que Torben n'avait pas remarqué le vieux dossier lorsqu'il était revenu à l'improviste ce soir. Son partenaire accordait une attention inhabituelle aux détails. Ça faisait de lui un bon flic. Il s'était levé et avait attrapé son manteau sur le dossier de sa chaise, pour donner l'air d'être sur le point de rentrer chez lui. Il espérait avoir été convaincant. Il ouvrit la portière arrière gauche, attrapa sa veste et sa sacoche sur le siège arrière, jeta son manteau sur son épaule et quitta le garage. C'était une soirée de mars relativement chaude. Les étoiles brillaient dans le ciel et les feuilles sèches de la haie de hêtre volaient au vent. Max, le chien du voisin, aboyait toujours. Le chien était généralement calme quand il se baladait dans son jardin clôturé, et il ne lui aboyait jamais dessus, car il le connaissait. Il jeta un coup d'œil dans la rue. Une voiture était garée devant la maison des voisins, à quelques mètres du réverbère. Une Peugeot 208 de couleur sombre, mais elle ne pouvait pas appartenir à des invités puisqu'on ne voyait aucune lumière à leurs fenêtres. Peut-être Max était-il tout seul chez lui? Il envisagea d'aller parler au chien pour le calmer. Il ferait mieux d'attendre encore un peu avant de se glisser dans le lit aux côtés d'Alice. Il n'avait pas envie de lui expliquer pourquoi il rentrait si tard. Ou peut-être qu'elle se contenterait de fixer son regard sur la pénombre, tout en lui tournant le dos. Il ne l'avait pas prévenu qu'il travaillerait tard ce soir, et elle avait essayé de l'appeler plusieurs fois sur son portable, mais il n'avait pas répondu. La voiture dans le noir avait l'air de sourire malicieusement. Cette pensée l'amusa un peu. Lucas lui avait appris à imaginer les voitures de cette manière. Son fils avait regardé trop de dessins animés et parvenait à voir des visages sur tous les modèles de véhicules. Il avait toujours eu une imagination débordante. Soit elle souriait de façon chaleureuse, malicieuse ou sournoise, soit elles étaient folles ou furieuses. Lucas lui avait expliqué que les phares formaient les yeux et la grille de radiateur la bouche et les dents. Cette voiture avait quelque chose d'inhabituel, car ses voisins, un couple marié de personnes âgées, avaient rarement de la compagnie. On aurait dit que quelqu'un se tenait derrière le volant. Il plissa les yeux. Une silhouette sombre se découpait dans la faible lumière que diffusait le réverbère à l'arrière. Ils avaient récemment enquêté sur une bande de cambrioleurs qui surveillaient les habitations avant de les dépouiller. Et il commença à marcher vers la voiture lorsque soudain, les phares s'illuminèrent et l'aveuglèrent, l'obligeant à se protéger les yeux de la main. Les pneus crissèrent lorsque la voiture démarra en trombe. Il eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait que la voiture le heurta aux genoux et au fémur, l'envoyant voler dans les airs avant qu'il atterrisse sur l'asphalte, derrière le véhicule, comme une poupée de chiffon. Il tourna la tête et vit les lumières rouges disparaître. La surface du goudron lui avait écorché la joue. Il tenta de se lever, mais la douleur était trop intense. Il vomit un peu de sang et faillit perdre connaissance. Le chien aboyait encore plus fort, et il semblait vouloir passer par-dessus le grillage pour le rejoindre. Tout à coup, une lumière apparut à l'une des fenêtres du mur latéral.
La chambre de Lucas. Il ferma les yeux et sentit du sang couler de sa bouche. Il essaya, en vain, de lever son bras pour l'essuyer. Lucas ne devait pas le voir comme ça. Le son d'un moteur le poussa à rouvrir les yeux et à tourner la tête. Il était au milieu de la route et une voiture se dirigeait vers lui. Il chercha désespérément à ramper pour s'éloigner comme un animal blessé. Mais il ne pouvait pas bouger. Au prix d'un effort surhumain, il leva une main et déplia ses doigts dans le faisceau lumineux des phares de la voiture, comme s'il voulait l'arrêter. Elle arrivait sur lui à toute vitesse. Il se rendit compte que c'était la même voiture. Le pneu avant était maintenant si proche qu'il pouvait en distinguer les rainures. Il rassembla ses dernières forces pour pousser un cri strident. L'inspecteur de police Axel Borg essaya de cacher son émotion lorsqu'il apprit que c'était l'un d'entre eux qui venait d'être amené à la morgue dans l'ambulance silencieuse. Aucune sirène, aucune urgence. Avec réticence, il regarda la mare de sang sur la route, où les techniciens des scènes de crime en combinaison blanche disposaient de petits triangles jaunes numérotés. Ça ressemblait à la base d'un château de cartes. L'un d'eux ramassa quelque chose sur le goudron avec une pince à épiler. Axel n'avait pas envie de savoir ce que ça pouvait être. Il remarqua qu'il n'y avait aucune trace de freinage devant la tache de sang que le goudron noir avait commencé à absorber. Un technicien le salua brièvement et prit des photos du signe jaune portant le numéro 5, qui avait été posé devant une empreinte légère, laissée par un pneu boueux. Axel détourna le regard lorsqu'il réalisa que ce n'était pas de la boue. Il sortit les mains de son trench coat en laine gris foncé et leva les yeux vers la maison. Une boule lui monta dans la gorge. Parler aux familles était toujours le plus difficile. En réalité, il n'y était pas obligé. Il s'avérait que Katia, la nouvelle recrue de son département, avait un talent inné pour ça, et qu'elle s'en était déjà chargée. Mais elle était là depuis si peu de temps qu'elle connaissait à peine Johan. Et Axel, lui, connaissait Alice. Ils avaient dansé ensemble à la fête de Noël, il n'y avait même pas 4 mois. Johan ne dansait pas. En toute honnêteté, lui non plus, mais Alice était quelqu'un que l'on n'avait pas envie d'éviter. Et d'une façon étrange, il se sentait mal pour elle. Au boulot, tout le monde savait que Johan n'était pas un mari fidèle. Il ne savait absolument pas si Alice était au courant. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire maintenant? Qu'est-ce qui avait de l'importance quand on se retrouvait confronté à la mort? D'un pas alourdi, il gravit les marches de pierre du perron de la villa et appuya sur la sonnette. Il y avait du sable sur les marches. Il crissait sous ses chaussures. La sonnette jouait une mélodie joyeuse qui ne s'accordait pas du tout à la situation. Il ne l'entendait que faiblement à travers la lourde porte en chêne. Il attendit en lissant sa moustache grisonnante. C'était un tic nerveux qu'il avait développé depuis que sa barbe avait poussé. Cela lui permettait également de vérifier qu'il ne restait pas de miettes de la viennoiserie qu'il avait avalée avec son café du soir, au moment où l'officier de service leur avait transmis le message tragique. Il regarda sa montre, 1h15. Katia était probablement partie, et si Alice ne pouvait pas gérer ça pour le moment, il attendrait. Peut-être qu'elle était allée se coucher. Il n'osait pas appuyer de nouveau sur la sonnette. Il préférait remettre ça plus tard. Elle était en train de tourner les talons pour regagner sa voiture, soulagée, lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Alice avait les yeux gonflés et rouges, et sa lèvre supérieure tremblait légèrement. Elle ne portait pas de maquillage, rien à voir avec la fête de Noël où elle ressemblait à une top modèle. Le maquillage faisait des merveilles sur la plupart des femmes, mais, en fait, il la préférait sans. Elle ne dit rien. Elle lui ouvrit juste la porte et se dirigea vers le salon. Même en pyjama, elle avait de l'allure. Ses cheveux marrons bouclés étaient réunis en une queue de cheval. Elle s'assit sur le canapé avec ses enfants. La fille, Mia, avait clairement pleuré.
Mais le garçon avait l'air sous le choc. Ils étaient aussi habillés pour la nuit. Mia portait une nuisette fleurie rose avec des bordures en dentelle et Lucas un pyjama. Axel se surprit à compter combien de dinosaures différents se trouvaient sur le haut. Il se racla la gorge. « Je suis tellement désolé, Alice, » prononça-t-il d'une voix enrouée. Alice hocha la tête. Ses lèvres tremblantes formèrent un merci silencieux. Il s'installa dans le fauteuil face au canapé où ils étaient assis tous ensemble, comme s'ils cherchaient à se protéger d'autres accidents. Alice passa son bras autour du garçon, qui se blottit contre elle. Elle le serra et regarda Axel. Elle luttait pour réussir à parler. « Est-ce que tu sais... » Elle s'éclaircit la voix. « Est-ce que tu sais qui a fait ça ?»« Non, pas encore, » répondit-il en secouant la tête. « Ce n'est pas moi qui vais enquêter. »« Pas toi ? Mais qui ?» demanda-t-elle, l'air perdu. « Ce sont les règles, Alice. Nous ne sommes pas autorisés à nous occuper des affaires concernant nos propres effectifs. » « Mais alors qui va trouver le conducteur ? Qui connaît Joanne mieux que toi ? C'est tout le problème. Je connais trop bien Joanne, de même que tous nos collègues. Généralement, ce sont les forces de police les plus proches qui se chargent de l'enquête. » Alice s'enfonça encore plus profondément dans le canapé, comme paralysée. Ses yeux humides le fixaient encore, et pourtant, ils avaient l'air de ne rien voir. « Je n'ai rien entendu. Je ne l'ai même pas entendu rentrer à la maison. On était au lit et tu n'as rien à te reprocher, Alice. Sur quoi est-ce qu'il travaillait si tard ? » « Il rentrait du boulot ? » demanda Axel, surpris, regrettant de ne pas avoir tenu sa langue. Il ne voulait pas avoir l'air d'un chef n'ayant aucun contrôle sur ce que faisaient ses éléments, même si, visiblement, c'était le cas. « Je ne sais pas, bien sûr, il... » Alice se tut et tourna la tête vers ses enfants auprès d'elle. Il devina ce qu'elle voulait dire. Il a peut-être consacré quelques heures à essayer de démêler une affaire. Il était toujours tellement dévoué à son devoir et nous avons été accaparés par une grosse affaire de drogue, comme tu le sais probablement, dit-il avec un peu trop d'emphase. Alice observa les cheveux blonds hirsutes de son fils, les embrassa et acquécha. Il leva les yeux vers elle. « C'était un policier, maman, » dit-il d'une voix claire et forte. « Qu'est-ce que tu veux dire, Lucas ? Le type qui a renversé papa avec sa voiture, c'était un policier. Il portait une casquette comme celle de papa. » Alice regarda Axel, déboussolé. « Tu es sûr, Lucas ?» Le petit garçon confirma et le fixa de ses grands yeux bleus et ronds. Il ressembla à ceux de Joanne, qui avait aussi cet air enfantin et innocent. C'était peut-être ça qui attirait toutes ces femmes. « Est-ce que tu as vu la voiture ?» Axel plongea ses yeux dans les siens. Il ne cligna pas, mais acquiesça silencieusement. « C'est pas vrai, t'inventes toujours des trucs pour te rendre intéressant, » dit l'adolescente d'une voix pleine de larmes en repliant ses jambes sous elle sur le canapé. Elle jeta un regard plein de défi à son frère. « Mais c'est la vérité. Est-ce qu'il conduisait une voiture de police ?» demanda Axel. Lucas réfléchit un instant et secoua la tête. « Tu vois, si ça avait été un policier, il aurait conduit une voiture de police, » ricana-t-elle. Elle essuya ses joues mouillées avec ses deux mains. « Ne mens pas à propos de choses pareilles, Lucas. C'est trop important. Est-ce que tu as vu la voiture ?» Alice se pencha pour regarder son fils dans les yeux. « Oui, je l'ai vu. Et c'était un policier, comme papa. Il conduisait une petite voiture méchante. »« Une voiture méchante ?» répéta Axel en affichant un petit sourire forcé. « Tu connais le modèle de la voiture ?» Lucas se mordit la lèvre inférieure, lui fit signe que non et se cacha dans les bras de sa mère. Elle le serra encore plus fort et lança à Axel un regard implorant. « Je pense que nous sommes trop fatigués maintenant, donc... » Il se leva immédiatement de son fauteuil.
Il était tout à fait d'accord pour partir. « Bien sûr, pardon. Je te tiendrai au courant de l'avancée de l'enquête. » Alice recouvrit Lucas et Mia d'une couverture et le raccompagna jusqu'à la porte. Elle croisa les bras sur sa poitrine et se frotta les épaules, comme si elle avait froid. « C'est gentil de ta part d'être passé nous voir, Axel. Lucas a beaucoup d'imagination. Je ne sais pas s'il a vraiment vu quelque chose. Je crois qu'il dormait, donc... Je vais vérifier, Alice, dit-il en ouvrant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Quoi que ce soit. Alice hocha la tête et ferma les yeux derrière lui. Le froid qui régnait à l'extérieur le saisit et il dévala les marches pour rejoindre sa voiture. Les techniciens de scène de crime étaient à l'œuvre dans le garage. Un chien se mit à aboyer chez les voisins. Il avait du mal à s'endormir. C'était comme ça depuis que Sonia avait déménagé. Mais cette nuit, c'était l'angoisse, plus que la colère, les regrets, les reproches qu'il avait gardés éveillés. Il s'était réveillé en sueur et s'était tourné et retourné dans son lit jusqu'à ce qu'il décida de se lever. Il but un verre de lait et observa la pleine lune, aussi lumineuse que la lampe du bar dans lequel il aurait aimé se trouver. Pendant un instant, il avait été tenté de goûter son luxueux rhum Eldorado de 21 ans d'âge, mais il se connaissait assez pour savoir qu'il valait mieux s'abstenir. Au lieu de ça, il s'était agenouillé devant la cage et avait parlé au rat. C'était le nom qu'il donnait au hamster d'Elisabeth. Il avait accepté qu'il vive chez lui pour qu'elle puisse le voir quand elle venait, un week-end sur deux ou parfois en rentrant de l'école, qui se trouvait tout près de la maison. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il l'avait acheté. Sonia n'aimait pas les rongeurs, mais la petite créature ne dérangeait pas Axel. Il était facile de s'en occuper. En réalité, l'animal avait besoin de peu d'attention et tenait compagnie à Axel. De toute façon, il allait bientôt mourir. Axel savait que les hamsters avaient une espérance de vie d'environ 3 ans, et sa fille l'avait depuis 2 ans et demi, donc ça n'allait plus tarder. Pour certains, la mort est prédestinée. Pour d'autres, elle est soudaine et inattendue. Son angoisse ne le quitta pas durant le trajet vers le commissariat. Elle ne fit qu'augmenter. Son téléphone portable sonna, tandis qu'il roulait au bord de l'eau sur la route Christian 8. Le directeur de la police lui témoigna sa compassion pour la perte d'un collègue, tant sympathique que talentueux. Il lui annonça que la police du Jutland Est allait superviser les investigations et qu'il était crucial de leur rapporter tout ce qui pouvait être important concernant Johan Boge. Axel avait des sentiments mitigés concernant le fait de ne pas diriger lui-même l'enquête, mais il espérait que ça ne s'entendait pas trop. C'était simplement le règlement. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête ce que Lucas avait dit concernant le policier dans la méchante voiture. Si le petit garçon avait raison, qui était le flic qui avait percuté et tué Johan? Et quel était le mobile? Il espérait qu'Alice avait raison, que ce n'était rien d'autre que l'imagination d'un enfant. C'était elle qui connaissait le mieux son fils. L'humeur dans le commissariat était tendue. Les agents étaient assis autour de la table de conférence avec leurs tasses de café et quelques bouteilles thermos blanches, et ils le dévisageaient avec curiosité. Axel Borg, resté debout à une extrémité de la table, se racla la gorge et lissa sa moustache. Spontanément, ses yeux se tournèrent vers la chaise vide de Johan, puis vers les yeux bleus de Katia. Elle lui fit un petit signe de tête d'encouragement, presque imperceptible. « Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. L'expression sur les visages des collègues de Johan fut une réponse suffisante. Katia les avait informés. L'idée que cela puisse être l'un d'entre eux s'empara de lui, mais il la mit immédiatement de côté. Il décida d'attendre, avant de leur révéler ce que Lucas avait vu, du moins jusqu'à ce qu'il y ait d'autres preuves. La police du Jutland Est est en charge des investigations. Nous devons leur raconter tout ce que nous savons. Est-ce que l'un d'entre vous sait si Johan était là hier soir? D'après Alice, il est rentré tard. Elle et les enfants étaient déjà couchés. Il jeta un regard circulaire afin de plonger ses yeux dans ceux de chacun de ses subordonnés.
Il savait que Frank, qui était célibataire et très fêtard, avait déjà eu l'occasion de boire un verre avec Johan après le travail. Mais Frank avait les bras croisés et fixé la table. Je lui ai parlé vers 21h. J'avais oublié mon portable et je suis revenu le chercher. Il était à son bureau, occupé à quelque chose. Mais il était sur le point de rentrer chez lui. Il avait l'air un peu ailleurs. Torben Bjerg saisit le thermos et se versa du café tout en remuant sa tête. Tout ça est vraiment hallucinant. Comment ça, ailleurs? Demanda Axel, les sourcils froncés. Je sais pas exactement, sa façon de se lever avait quelque chose de nerveux, et il y avait cette lueur dans son regard, comme si je l'avais chopé en train de faire un truc illégal. Torben reposa le thermos et s'assura que le bouchon était bien vissé. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il se passe quelque chose. Quoi, et depuis quand? Continua Alex. Ces dernières années, je pense. Torben regarda ses collègues pour qu'ils confirment. Benny acquiesça. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'était plus lui-même, mais en fait, je trouvais que ça allait mieux ces derniers mois. Tu étais son coéquipier, Torben. Il ne t'a pas dit ce qui le tourmentait? Non, il voulait pas en parler. Il a été très clair là-dessus. Et tu ne sais pas sur quoi bossait Johan, si tard? Non, j'ai pas demandé. Je me suis dit que ça devait être l'affaire de drogue. Elle est résolue. Ça s'est passé devant chez lui, c'est ça? Interrompit Benny. Katia confirma. Oui, il venait de rentrer sa voiture dans son garage, ajouta Axel. Et sa femme et les voisins n'ont vraiment rien entendu, ni rien vu, s'inquiète Frank, en s'obligeant à lever la tête, révélant ses yeux rougis. Ils étaient allés se coucher, et il n'y avait aucune trace de freinage. Peut-être que le conducteur n'a pas vu Johan dans le noir. Est-ce qu'il a pu être tué à cause de l'affaire de drogue? Un des mecs qu'on a arrêté a pu vouloir se venger et... On ne sait pas encore si c'était un meurtre ou un accident, l'arrêta Axel, pour éviter que les esprits s'échauffent. Un accident, releva Katia. On ne roule pas 2 fois sur quelqu'un par accident. Si c'est ce qu'ont affirmé les techniciens, se défendit-elle lorsqu'Axel lui lança un regard plein de reproches. Comment ils le savent? Demanda Leif, le petit nouveau du département, ses yeux verts fixés sur sa collègue. Ils l'ont compris grâce aux traces de sang sur les pneus. Les techniciens pensent que la voiture a fait demi-tour. On dirait que c'était prémédité. Le silence emplit la pièce tandis que tous tournèrent leur regard plein d'interrogations vers leur chef. Elle caressa plusieurs fois sa moustache. Aucun d'entre nous n'a vu les rapports de la criminelle ou du légiste, donc pas de conclusion hâtive. S'il y a des traces de pneus, les techniciens vont pouvoir retrouver le modèle de la voiture, hein? Dit Leif, plein d'espoir. Il faut qu'on laisse nos collègues d'Aarhus se charger de ça, et nous devons les aider autant que possible en leur fournissant des informations. Mais le directeur de la police nous a donné l'ordre de ne pas bouger avant que la police de Jutland-Est ne vienne nous voir. Axel ne connaissait pas les 2 collègues de la police du Jutland-Est qui débarquèrent dans son bureau en fin d'après-midi. 2 hommes jeunes qui avaient l'air trop inexpérimentés pour un dossier aussi important. Mais c'était comme ça. Les jeunes prenaient le pouvoir. Une nouvelle génération arrivait, le cercle de la vie. Il se sentit soudain très vieux. Ils se présentèrent, offrirent leurs condoléances et demandèrent à être appelés Tom et Dino. Axel venait de rapporter du café frais de la cafétéria. On a parlé aux légistes et aux techniciens de la scène de crime et ils nous ont certifié qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quelqu'un a volontairement renversé et tué Johan Boge. Nous allons fouiller dans ses anciens dossiers pour voir si ça peut avoir un rapport avec eux, donc nous aimerions avoir accès à ces dernières affaires. On a travaillé sur une affaire de drogue pendant un moment, une grosse. Mais elle est résolue depuis longtemps, donc j'ai du mal à croire que ça puisse être lié à ça. On ne peut pas l'exclure tant qu'on n'y aura pas jeté un œil. Sur qui et sur quoi exactement Johan a-t-il enquêté? Tom avait l'air d'être le plus jeune.
Il ne devait pas avoir dépassé la trentaine. Avec sa coupe rasée et sa large mâchoire, il avait l'allure d'un soldat. Sa lèvre inférieure était plus volumineuse que sa lèvre supérieure et lui donnait un air boudeur. Axel n'aimait pas le ton de sa voix. « Je vais m'assurer que vous aurez tous les noms et tous les accès au dossier. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une affaire résolue. Les responsables sont en prison, et puisqu'elle est résolue, elle a aussi été classée. Si j'ai bien compris, c'était une histoire de contrebande. » Axel acquiesça. « Oui, c'était une opération conjointe entre différents services, dont le vôtre. » Il essaya de leur adresser un sourire de connivence, mais l'expression sur leur visage ne changea pas d'un iota. Axel se racla la gorge et tritura une fois de plus sa moustache. Johan travaillait étroitement avec un agent sous couverture au sein du gang. Évidemment, je ne peux pas vous donner son nom. C'est principalement grâce à Johan que l'affaire a été résolue si vite. Ça ressemble à un mobile valable. Les prisonniers peuvent engager des gens à l'extérieur pour faire le sale boulot à leur place, dit Tom avec un regard suspicieux. Oui, c'est sûr. J'ose espérer que personne n'a touché à son bureau. Non, bien sûr que non. On nous a demandé de ne toucher à rien. Axel avait l'impression d'être un criminel subissant un interrogatoire. Il n'aimait pas ça. Pendant un court instant, il envisagea de leur raconter ce qu'avait vu le fils de Johan. Mais s'ils étaient aussi intelligents, ils le découvriraient par eux-mêmes quand ils parleraient aux gamins. Bon, eh bien, on va commencer à se plonger dans le dossier. Dino se leva. C'était un homme grand, aux épaules larges et aux cheveux blonds coupés très courts. Il envoya un sourire amical à Axel qui l'apprécia immédiatement plus que Tom. Il se leva également. Le département et moi, on vous laissera tout l'espace nécessaire. Mais si on peut vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.